Oui, des tambourins. Je suis surprise. Bon, vous allez bien, les filles des maternelles? Oui, très bien. Alors, on va faire un petit point avant de commencer l'émission. Je crois qu'on démarre justement avec vous en musique, Elsa. Oui, je vais parler de filles, de rock et puis de buzz. D'accord, très bien. Alors, nous sommes le 30 octobre et il paraît que demain, on va se déguiser en monstre. Mais pourquoi, Vincent? Mais pourquoi pas? Bah, dites pourquoi? Non, je le dirai plus tard. C'est parce que c'est Halloween. On va pas spoiler tout. Alors, Carole, ce matin, on va naviguer ensemble, mais avec les moyens du bord. On va rester sur le plateau. Tout à fait, on va naviguer, on va voir des petits bateaux à acheter et à faire soi-même. Et Nathalie, avec vous, ce matin, nous allons consacrer l'émission des maternelles aux écrans, que ce soit les télévisions, les ordinateurs, les téléphones, les tablettes. On est envahis d'écrans et on ne sait pas trop comment faire, nous les parents, avec nos enfants. Et j'ai trouvé une super formule dans la presse, les écrans, pas accro, pas à cran. Que ce soit du côté des parents comme du côté des enfants. Mais non mais ça réfléchit. C'est tout l'objet de cette émission. Et si finalement les écrans étaient devenus le nouvel ami des parents? Alors un générique et on en parle tous ensemble ensuite. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des maternelles. Et oui, ça ricane de bon matin puisque Vincent Bécart est tout chose. Puisque Vincent Bécart aime les jolies femmes, il aime les femmes de tête, les femmes d'action. Et nous avons ce matin comme invité Servane Escoffier, bonjour, sur notre plateau. Bienvenue à vous, vous êtes une grande navigatrice, on est très heureux de vous avoir avec nous. Et vous êtes aussi la maman de 2 enfants, 2 bonnes raisons d'être avec nous ce matin. Nous allons parler de votre vie de maman, de votre vie de grande sportive. Mais juste avant ça, il fallait quand même rappeler que dimanche, vous auriez dû prendre le départ de la route du Rhum, mais vous avez passé une batterie de tests médicaux pendant lesquels on vous a découvert en fait une maladie qui s'appelle la maladie de Basedow. C'est une hyperthyroïdie auto-immune. C'est ça qui vous a contrainte à déclarer forfait. Cette course, ça faisait quand même 1 an que vous prépariez à prendre le départ. Est-ce que du coup, c'est psychologiquement difficile cette date de dimanche qui arrive? Alors, sur le coup, j'ai un petit peu accusé, faut être honnête, puisque c'était 1 an de préparation, de recherche de partenariat, de montage d'une équipe et de la préparation d'un bateau. Mais j'ai 3 personnes de l'écurie qui partent, mon amoureux, mon papa et notre jeune espoir. Ouais. Donc, il y a de quoi faire et puis je pense qu'il faut vraiment savoir tourner la page. D'accord, donc la page elle est tournée et vous venez de le dire, votre papa va prendre votre place. Est-ce que c'était important pour vous que ça reste une aventure familiale ? C'était important que le skipper, premièrement, qui me remplace, soit à la hauteur du projet au niveau technique, mais aussi humainement, et surtout humainement, parce que c'est beaucoup de boulot. Et c'est vrai que Bob Escoffier, donc mon père, a l'expérience, mais est surtout un type très sympa. Donc, une fille qui aime beaucoup son papa. C'est bizarre en même temps de parler de son père comme ça. Bob est un mec très sympa. Mais alors, vous allez soutenir votre père ou votre mari? Je vais soutenir les 2 puisqu'ils ne sont pas dans la même catégorie. C'est bon. Ça tombe bien. Mais s'ils l'avaient été, comment vous auriez fait? Non, je pense vraiment que j'aurais soutenu les 2 autant. Et ce qui est très important, c'est d'être pour eux présent au niveau technique, mais surtout un soutien moral. Ouais. Et en fait, on est habitué à être en compétition. Avant d'être amoureux, on était en compétition avec le père de mes enfants. C'est incroyable ça, c'est drôle. Ouais. Alors, ça aurait dû être votre 3e route du Rhum. Vous vous étiez démarqué déjà en 2006 en arrivant 2e dans votre catégorie, mais c'est surtout en 2010 que vous aviez marqué les esprits des professionnels, mais aussi ceux du grand public en étant la première femme à prendre le départ sur un catamaran géant. Vous étiez arrivée 7e. Est-ce que pour vous, c'est très important de montrer qu'une femme est aussi capable qu'un homme? On est peu de femmes sur le circuit, mais c'est vrai que c'est important de montrer qu'on n'est plus en 1950 et que les femmes n'ont pas leur place à bord des bateaux. Ça se prouve tous les jours aujourd'hui. C'est toujours une petite guéguerre, mais on est plutôt dans un milieu où on est plutôt bien accueilli, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pas un milieu machiste C'est un milieu machiste, mais quand on fait nos preuves, en fait, on est avant tout des marins et là, on est surtout obligé d'être humble par rapport à la mer. Oui, alors ça, c'est pas une question de sexe. C'est pas une question de sexe. Voilà. Alors, vous êtes la maman de 2 enfants qui sont très rapprochés. Vous avez un enfant de 3 ans et un autre de 18 mois. Vous auriez dû, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre le départ dimanche. Est-ce que l'idée de les laisser, ça vous préoccupait ?
Pour être tout à fait honnête, ça me préoccupait énormément. Mais par contre, je voulais que je veux que mes enfants me connaissent leur maman de manière complète. Et je pense qu'une maman qu'elle ait une entreprise, qu'elle travaille tous les jours ou qu'elle soit sportive de haut niveau dans sa première vie, elle a besoin de continuer à faire ce qu'elle aime pour rester ce qu'elle est et être une maman pas frustrée. Donc je pensais que c'était important. Même si c'est énormément de sacrifices, il ne faut pas se mentir. Ouais. Ça nécessitait un départ de combien de temps par rapport à eux? Là, ça faisait une vraie séparation de 3 semaines pour moi. Ouais. Et au-delà de l'absence, c'est surtout la peur qu'il vous arrive quelque chose. Une traversée en Atlantique en solitaire, ça reste dangereux. Est-ce que ça vous traverse de temps en temps l'esprit de vous dire peut-être que je ne rentre pas? Ça m'a bien sûr traversé l'esprit, mais j'aurais redoublé de sécurité, je pense, par rapport à avant la maternité. Et puis après, de toute façon, si on savait qu'il nous arriverait quelque chose, on ne le ferait pas. Donc on prend le risque, mais comme dans énormément de métiers, la maman qui est routier, il y en a. La maman qui prend l'avion tous les jours, qui est hôtesse de l'air, il y a forcément de risques, mais tous les jours on en prend, et maman ou pas, quoi. Alors tout à l'heure, vous parliez justement de montrer à vos filles une maman complète, donc qui s'épanouit, etc. Donc on sent là aussi la conciliation vie pro, vie perso, mais il y a quand même aussi votre mari qui lui est navigateur. Donc là, on se dit, on peut compter sur son mari quand on veut s'épanouir, quand on est maman, mais du coup, vous faites comment avec tous les deux navigateurs? Et un papy. Et papy n'est pas là non plus. Alors déjà, on essaye de compenser nos absences, c'est-à-dire que si on n'est pas là pendant une longue période, on va réussir par exemple à compenser en janvier, à rester un mois, à partir un mois en voyage. Donc on essaye vraiment de compenser, ça c'est notre règle de base. Il y a des moments où on éteint complètement les téléphones, même s'il ne faudrait plus dans notre période actuelle, mais on essaye vraiment de faire attention à ça. Et on a une super famille et une super nounou. Et moi, je tire mon grand chapeau à ce métier-là et aux femmes et aux hommes qui ont cette vocation. Sans qui ne se passera rien. Oui, qui gardent les enfants pour que vous puissiez aller bosser, justement. Voilà. Vous êtes allée en mer, vous aviez 4 mois. Est-ce que vous avez envie de transmettre cette passion à vos enfants? Est-ce que vous y allez déjà? Ça y est, c'est fait. Alors, il y a une perfusion. Ah, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que je forcerai jamais mes enfants à faire de la voile de compétition. Ouais. Mais par contre, pour moi, c'est une façon de vivre. Et on a, avec leur papa, on a vraiment envie qu'ils connaissent ça, sans parler de bateaux de compète, sans parler de grands bateaux, de petits bateaux, juste être sur l'eau et découvrir les animaux qui vont avec, la nature, la proximité. C'est souvent des caravanes pas coulis pendant les vacances. Et voilà, on a envie qu'ils découvrent ça. Le grand, vous sentez qu'il accroche? Le grand, ce matin, il était avec sa classe à aller voir le bateau de son papa. Et je crois qu'il accroche, mais il y a un moment donné, je pense que c'est comme tous les parents qui ont un petit peu de notoriété, toute proportion gardée. Tout ça, c'est bien, mais bon, il faut pas trop en entendre parler. Oui, pour retrouver papa et maman tranquilles. Voilà. Tranquille à la maison. Alors, vous avez dit vouloir faire naviguer des jeunes qui n'ont pas forcément la chance de connaître ce sport. C'est le fait d'être devenue maman qui vous pousse à, justement, vous occuper d'autres enfants? Ça fait un moment que ça me trotte, puisque moi j'ai eu la chance de beaucoup naviguer autour du monde et de faire beaucoup. Je naviguais 180 jours par an avant, donc avec les escales qui vont avec. Et ça me trottait dans la tête de faire naviguer des enfants qui n'ont pas forcément la chance. Et c'est vrai que depuis que je suis maman, ça a redoublé de sens. Et j'aimerais vraiment, mais pour ça il faut que je monte un projet avec un partenaire, faire naviguer des enfants malades, puisque mon bateau, j'avais pris exprès celui-là pour qu'il ait double programme. Compétition et accueil de personnes à bord. C'est formidable. Écoutez, j'espère que votre désir va être entendu sur le plateau des maternelles. Ce sera un bon point de départ pour ce projet pour les enfants malades. Vous avez déjà une idée de votre prochaine course ou pas, Servan? Je pense d'abord revenir en équipage en 2015, si ma santé le permet. Et puis, bien sûr, j'ai toujours plein de rêves dans ma tête. Mais le premier rêve, peut-être, si je ne parle hors course, c'est d'emmener nos enfants avec leur papa faire une grande balade en bateau un jour. J'imagine même pas ce que ça veut dire, une grande balade. C'est un double tour du monde. Bon, merci beaucoup, Servan, d'être venu sur notre plateau. Vous restez encore un petit peu avec nous aussi, si vous voulez bien, tout au long de cette émission. Oui, bah quoi? Restez avec vous. Elsa, il paraît qu'il n'y a pas d'âge pour être rockstar. Mais non, c'est vrai. Donc ce matin, j'avais envie... Arrêtez, commencez pas, sinon ça va pas le faire. Donc d'un groupe de filles et de buzz et de rock'n'roll. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce que je suis tombée sur une info, un groupe texan qui s'appelle The Missis.
Et The Missis, c'est les madames. Non, bon, c'est moins drôle que ça en français. C'est pas très sexy. Ça s'appelle les madames, c'est pas super. Bref, donc elles sont 5. Elles sont 5. Non, mais En fait, c'est des vachement bien. Spice Girls, mais un peu Version cougar. Ouais, enfin, cougar, non, 30-40 ans, quand même pas. Ouais, elles complètement sont pas cougar. si Non, vieilles, elles sont pas si elles sont stylées, hein. Justement, on va y Des venir. pumas. Merci, Servane. Donc elles ont voulu se lancer dans la musique parce qu'en fait, donc la leader du groupe Andra trouvait que les chansons de rock'n'roll qu'elle entendait aux États-Unis, c'était hyper niais et tellement loin aussi de sa réalité. Elle qui essaie de tout mener de front, un petit peu comme vous, Servane, avec 2 enfants, mari, carrière, tout ça. Donc elle s'est dit, il faut que je lance un truc. Mais ça marche ou pas leur groupe? Ah bah justement, c'est là où le bas blesse. Non, pas du tout. C'est complètement naze. Non, c'est pas. Il y a eu 2 vues. Mais non, c'est pas naze. Le truc, c'est que quand elles ont envoyé leur première maquette dans les maisons de disques, ont dit attendez les filles, ça va pas du tout. Déjà votre nom. Ils ont piqué les instruments à Gold. Ah, vous êtes pas sympa, Vincent. Pardon. C'est vachement bien. Vous avez écouté la musique, c'est hyper Qu'est-ce cool. qu'il leur a dit, les maisons de Ils leur ont dit voilà, vous êtes un peu trop vieille, votre nom il est un peu cucu, les madames, c'est pas super sexy. Donc ils ont essayé de formater les madames justement au maximum, et puis ils n'ont pas réussi. Elles voulaient garder un peu leur sexy attitude, montrer qu'elles étaient aussi là pour véhiculer un message qui était vraiment proche de la réalité avec tout ce que les femmes traversent aujourd'hui. Et puis du coup, elles se sont dit on va créer un titre là-dessus qui va s'appeler Enough. Assez. Assez. Et donc justement, ce assez, c'est leur premier opus parce qu'on leur a trop répété « vous n'êtes pas assez ceci, vous êtes trop cela, vous êtes machin, ça va pas dans le moule, etc. » Ça marche pas. Et Andra s'est dit « voilà, moi je voulais juste montrer avec ce titre-là que j'étais moi et que c'était suffisant et que ça devait être suffisant justement pour réussir à être dans les charts américains. » Alors vous avez dit, Elsa, musique, fille, mais il est où? Buzz aussi, mais je vois pas le buzz par contre. Bon, ça c'est vrai, pour l'instant on ne voit pas tellement venir. Mais si, le buzz il vient. Vous savez pourquoi? Parce que les Américains ils sont forts en quoi? Ils sont forts en buzz justement, ils sont forts en com. Donc quand elles ont lancé leur premier opus pour en faire la promotion, elles ont fait, vous savez, ce que j'affectionne particulièrement en ce moment, une expérience sociale, une expérimentation sociale, donc une caméra cachée, il faut quand même le dire clairement. Donc une petite caméra cachée, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris un miroir, une galerie marchande, des femmes qui passent et le miroir parle. Ah bon? Ouais, et vous allez voir ce que le miroir parle, ce que le miroir dit. Ah bah voyez, J'ai pas vu. voyez le buzz est arrivé jusqu'à Je ne Vincent. savais pas que c'était les madames. Donc je vous propose qu'on regarde la vidéo pour que vous voyez ce qu'elle véhicule. How do you feel when you look in the mirror? Only all right? Why'd you say that? You can talk to me. It's okay. We're friends. Don't be afraid of the reflection you see. You are an amazing woman. And today, I want you to look in this mirror and not just feel okay. You are an inspiration. You care so much about your family. Even though things were difficult, you kept on going with dignity, grace, strength. You have become an inspiration. And I'm not the only one that thinks that. Oh là là. Alors vous avez Parole vu... bienfaisante. Non, mais au Ouais, départ, mais alors vous c'est avez vrai, vu- j'entendais Carole dire c'est très américain, ce qui est vrai. Mais en Oui, même mais- temps, ça me Moi, met j'ai des la petites larme à larmes. l'œil. Ouais, Justement. Ben, vous avez vu, donc au départ, l'auto-évaluation est quand même pas brillante, et puis ce miroir parle, et puis ce qu'on voit pas, parce que la vidéo dure quand même assez longtemps, c'est qu'après, la famille parle dans le miroir. Il y a un montage qui a été fait pour ces femmes-là, parce que ça a été super bien organisé, et à la fin, c'est un petit peu leur vivement dimanche à elles. Toute la famille arrive et leur fait plein de bisous et tout. Alors moi, je suis comme vous. Comme vu. Je suis comme vu. Mais je ne vous cache pas qu'au départ, je vois ce truc-là, je me dis, oh, c'est Max, c'est cucu. Oh là là, et Mais tout. on se fait prendre. Hein. Je sens bien, mais- Et ben voilà, on se fait prendre. Vous aviez envie de dire cette phrase, Elsa. Non, pas du tout. Surprendre, je voulais dire. C'était écrit surprendre. Donc, Non, mais allez-y, allez-y. Je me régale. Et ça, pardon? Et ça donne confiance. Voilà. D'accord. Mais on n'a toujours pas écouté leur chanson à ces madames. on n'a pas le droit. Ah, ou alors c'est vraiment très mauvais. En tout cas, s'il y en a bien un autour de cette table qui a confiance en lui, c'est vous, Vincent. Je me fais jamais surprendre. Jamais. Et heureusement, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui comptent sur vos réponses, et notamment, la dernière question qui vous a été posée était pourquoi on fête Halloween? Mais oui, et ben oui. Ça va être un peu dur en fait après vous là. Je vous le dis. Bon, oui, et c'est reparti pour un tour parce que demain soir, on fête Halloween comme chaque année. Alors d'habitude, les enfants n'ont pas besoin de raison pour se déguiser, mais voilà. Moi, hier soir, mes enfants m'ont demandé, mais pourquoi est-ce qu'on doit fêter Halloween? Et pourquoi on se déguise à Halloween? Alors bien sûr, comme je suis toujours sûr de moi, je leur ai répondu, bah parce que c'est la fête.
Et ça n'a pas suffi, bien évidemment. Hein. Dans un monde parfait, j'aurais répondu quelque chose d'un peu plus consistant. On vous explique quoi avec les merveilleuses images de Florent Caruana et Vianney de l'Écluse. Pourquoi on se déguise à Halloween? Parce qu'on est des victimes de la mondialisation et de ce système capitaliste qui nous encourage à fêter des trucs qui n'ont aucun rapport avec notre culture et qui nous poussent toujours plus à la consommation. Pardon, excusez-moi. Non, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est pour vous l'occasion rêvée de familiariser votre enfant avec la culture celte. Non, pas celle-là. L'autre, celle des mythes et légendes. Hein. Eh bien, en fait, c'est une fête folklorique et païenne qui se déroulait sous l'autorité des druides, pendant laquelle on célébrait l'autre monde. Une période où les simples mortels pouvaient entrer en contact avec les dieux. Là, clairement, vous commencez à faire flipper votre enfant, et ça tombe bien. C'est Halloween quand même, hein. S'il y a bien un moment dans l'année où on peut les faire flipper, c'est maintenant. Bon, les origines d'Halloween, c'est bien. Mais là, votre enfant va vous demander le rapport avec la choucroute. Enfin, avec la citrouille. Eh bien, c'est en Amérique que sont apparues les premières citrouilles, autrement appelées Jack-o'-lantern. À la base, Jack était un pauvre gars qui avait réussi à piéger le diable à plusieurs reprises. Et à sa mort, comme l'entrée du paradis et de l'enfer lui était refusée, il a dealé avec le diable pour avoir un petit charbon ardent, histoire de voir un peu plus clair, lui qui était perdu dans le noir. Moi, j'aime pas trop ça, être perdu dans le noir. Merci. Son charbon ardent, Jack l'a mis dans un navet creusé pour faire une lanterne. Bon, et là, vos enfants ne voient toujours pas le rapport avec la citrouille. Dites-leur que les Américains n'aiment pas les navets, hein, et puis c'est tout, voilà. Bon, on a l'histoire, on a la citrouille, on en arrive donc au déguisement. Comme nos gamins sont tout mignons et ne terrifient pas grand monde, ils se déguisent en fantômes, en vampires, en monstres ou en d'autres trucs ridicules. Alors après, vous pouvez jouer à Trick or Treat. Ou en français, des bonbons ou la vie. Mais sérieux, un gamin qui vient chez moi en me disant ça, je lui claque la porte au nez direct, hein, en lui disant d'être plus poli la prochaine fois. Non mais c'est ça la France, hein. Nous on veut bien rigoler, mais faut pas trop nous en demander non plus. Non mais sérieux, mais même pas un bonsoir, un s'il vous plaît, un Monsieur Vincent, rien. Oh, Monsieur Vincent, s'il vous plaît. Oui, les bonbons. Rien. C'est terminé. Ça va être sympa Halloween avec vous. Ouais. Bravo, c'était très, très sympathique. Je saurais quoi répondre à mon fils pour C'est demain. toute l'histoire maintenant. Ah, je pleure encore de rire, de tout, de cette bonne ambiance sur le plateau des maternelles. J'espère que ça va continuer comme ça, puisqu'aujourd'hui nous retrouvons une série qui s'appelle Une journée au musée du Louvre, et notre experte en art qui s'appelle Chloé Petitjean va nous faire découvrir le tableau le plus célèbre du monde. Enfin, à nous, mais surtout aux enfants. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue au musée du Louvre. Nous nous trouvons actuellement devant le tableau le plus célèbre du monde, la Joconde de Léonard de Vinci. À votre avis les enfants, pourquoi la Joconde s'appelle-t-elle ainsi? C'est Léonard de Vinci qui l'a créée. Elle s'appelle Mona Lisa. Son nom lui vient de Francesco del Giocondo, un riche marchand d'étoffes florentin qui avait commandé à Léonard de Vinci le portrait de sa femme Lisa Gherardini, plus connue sous le nom de Mona Lisa. À la mort du peintre, François Ier fait l'acquisition du tableau et l'expose au château de Fontainebleau. Qu'est-ce qu'il y a de mystérieux dans ce tableau? Il y a un lac. Dehors de notre maison, on sort de la porte, il n'y a pas un lac. Il n'y a pas de lac dans les villes. Elle sourit. On n'arrive pas vraiment à savoir si la Joconde nous sourit. En fait, Léonard de Vinci parvient à ce résultat grâce à une technique qu'il développe, le sfumato. Il dépose en fait plusieurs couches de peinture pour obtenir cet effet vaporeux et mystérieux, sans ligne ni contour. Et à votre avis, les enfants, pourquoi ce tableau est-il si célèbre? Parce que c'est Léonard de Vinci qui l'a créé. Je trouve qu'il s'est appliqué. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, Louis. D'ailleurs, Léonard de Vinci est tombé amoureux de son propre tableau. Et finalement, il n'a jamais honoré sa commande. Il a gardé la Joconde avec lui jusqu'à sa mort en 1519.
Merci beaucoup, Chloé Petitjean. On vous retrouve demain pour une nouvelle journée au musée du Louvre. Après ce petit bain de culture, je vous propose de plonger dans d'autres eaux avec vous, Carole. Quelle transition. Merci, Carole. Effectivement, Servane, vous êtes en plateau avec nous aujourd'hui. Et du coup, j'avais envie de profiter de votre présence pour vous parler des bateaux. Parce que les bateaux, les enfants, ils adorent. Que ce soit dans le bain ou c'est vrai quand on va au parc, à Paris, notamment genre à Luxembourg, vous connaissez les fameux bateaux. Tellement belle chanson, Michel Jonas. Les fameux. Oh. Ah bon, Alors, une chanson de Genève? Oui, c'est vrai. Alors on regardait les bateaux. Ah oui, magnifique. Et autrement, il y a Petit bateau sur l'eau également. Oui, ça c'est moins drôle. Alors, non, ça marche très bien, surtout à 2 ans. Oui, bien sûr. Alors, en tout cas, je vais vous demander, Servane, de me suivre. Je vais vous faire un petit shopping des bateaux qu'on trouve très innovants en ce moment sur le marché. Vous allez venir à côté de moi, à ma droite. Et on va commencer par le bateau pour les plus petits d'abord. Alors, c'est celui-ci. Il est très chouette. Il est en plastique, il flotte. Jusqu'à présent, tout va bien. Et vous avez là, en fait, un petit espace, la cale, pour mettre les poissons dans l'eau. Vous voyez? Et là, vous me voyez arriver. Vous allez faire une petite pêche. Ah, c'est bien vu. Alors allez-y, vous pouvez tester. En fait, il faut attraper le jaune. Hein. Je vous donne le. Comme ah oui, vous n'avez pas prévenu. Hein. Il faut donner de sa personne. Voilà, c'est ça. Alors en plus, ce qui est marrant avec ce bateau, c'est que vous avez le petit bonhomme que vous voyez là. Servane. Il peut tomber à l'eau et vous pouvez lui envoyer la bouée qui vous servait de guidon. Bah arrêtez de faire bouger le bateau, Servane, elle n'arrive pas à le faire. Mais j'ai fait exprès, ça. Servane est nul en pêche au canard, donc. C'est carrément difficile. Au poisson cette fois, pas au canard, Vincent. Peut-être pas pour les 1 an. Servane, faites un effort. Non, alors en fait, moi je l'utilise avec Edgar actuellement, mais pas pour jouer à la pêche. Oui, bravo, vous êtes trop fort. Mais c'est vrai que pour jouer avec le bateau au départ, c'est pas mal. Et après, justement, c'est un objet qu'on va garder assez longtemps puisqu'on va organiser des pêches aux poissons pendant l'heure du bain. Celui-ci coûte 25 €. Après, pour les plus grands, celui qui marche très bien en ce moment, c'est celui-ci. Alors, je vais tourner. Ah, faut que je fasse ma petite tambouine. Alors, du coup, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vincent, vous avez des garçons, donc peut-être. C'est un fil de 6 spécial. Ah, Servane est incollable. Le pop-pop. Ah oui, vous connaissez ça? Ah bah, ouais. Alors, vous savez comment ça fonctionne? Ah ouais, c'est quand vous mettez la bougie dedans. Alors, vous allez faire la manip. J'ai la bougie là. Vous mettez la bougie. Attention, qu'est-ce que c'est? Ça brûle. On va vous embaucher, Servane. Tac, je le fais parce que c'est quand même dangereux. Je voudrais pas. Hop, allez-y. Il paraît qu'on en trouve beaucoup en Bretagne. Oui, ceux-là aussi, mais c'est surtout que là, la chaleur permet de faire, je ne sais pas exactement quel est le... En fait, ça chauffe et du coup, ça va effectivement faire la propulsion du bateau et le bateau va avancer. Et du coup, c'est un bateau écolo. Alors là, c'est un peu de temps parce qu'il faut qu'en fait que l'air chaud, voilà, ça chauffe un peu plus. Dans quelques instants, ça va le faire, vous allez le voir. Il y en a ça, mais il y a déjà un moment. Hein. Ah oui? Mais ça existe depuis très longtemps. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, on en voit de plus en plus des personnes qui le font eux-mêmes. Alors, du coup, c'est possible. Je vous mettrai le lien sur Internet. Avec donc de la tôle métallique. C'est du recyclage avec de la boîte, ça. Oui. C'est vous qui l'avez fait, Carole? Alors, celui-là, non, je ne l'ai pas fait. Parce que vraiment, j'ai regardé les tutos et c'est vraiment, vraiment très long à faire. Attendez, si vous n'êtes pas arrivé à le faire, moi, je vais direct aller en boutique. Ah oui, alors ça, c'est sûr que... On est d'accord, il faut enlever les filets de maquereau. Hein, pour les pop-up, il va bientôt fonctionner. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas partir. Mais c'est pas un peu dangereux, Carole? Alors ça, pas dans le bain, on évite quand même, effectivement. Mais c'est plutôt pour les enfants de 10 ans. Grand, ouais. Mais après, il n'y a pas eu de problème, à ma connaissance. En tout cas, dans la rédaction, on en a beaucoup parlé. Et c'est vrai que les enfants n'ont pas eu de problème avec celui-ci. Les enfants de la rédaction sont sains. Par contre, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas démarrer. C'est toujours pareil. 22 ans. Et après, sinon, vous avez d'autres bateaux possibles en bois cette fois. Je crois que vous les connaissez. Alors, il y a celui-ci. que vous connaissez très bien. On a toute la collection, en cas de naissance parce que ça, c'est vraiment fabriqué en Bretagne. Ah. Et vous en mettez plusieurs identiques, c'est canon. Ah, bravo, l'Office du tourisme de Bretagne vous remercie. Et c'est des bateaux qui existent depuis 3 générations. En fait, c'est un monsieur qui a eu l'idée, pendant les premiers congés payés, de faire ces bateaux en bois. Et en fait, après, ils se sont dit, on va continuer. Et du coup, maintenant, c'est le petit-fils, Nicolas, qui a cette entreprise et qui fait ces bateaux. Donc, ceux-là, ils sont très beaux. Et vous avez aussi un autre en bois, aussi français, celui-ci. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ah, je l'ai. C'est très drôle. Qu'est-ce que c'est? Ah, Vincent, venez. Alors, attendez, on va le faire avec vous. Alors, en fait, vous allez souffler. Voilà, c'est super. Vous allez souffler là. Et vous allez très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Et allez, maintenant, vous allez le mettre dans l'eau. Et en fait, c'est avec l'air qui va... Alors, attendez. Mais c'est très bien vu. Pardon, je suis désolée. C'est très bien vu. C'est perdu, ça fait des bulles. Hop, vous voyez? Là, en fait, ça fait des bulles et ça avance grâce à l'air que vous avez soufflé, Vincent. Vous pouvez souffler, Vincent? Donc ça, c'est quand même... Non, parce que là, je me suis fait péter les neurones. Et c'est bien, sinon... ça, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. mignon. C'est pas cher du tout non plus. Et il n'y a pas des bateaux qu'on peut faire nous-mêmes? Alors oui, j'en ai fait. Alors c'est très dur à faire en fait en do it yourself parce qu'il faut que ça flotte. Et finalement c'est quand même très compliqué un bateau qui flotte. Donc du coup j'ai tenté la chose avec une éponge. Bon,
la réaction. C'est pas si mal. Alors en fait, on va simplement l'éponge ouvrir un petit peu pour avoir des bonhommes qui embarquent dans notre bateau. Un cure-dent qui est en train de se casser la figure et un petit bout de tissu. Et comme ça, hop, et vous allez voir, ça flotte. Bon, pas trop longtemps, mais ça flotte. Ça flotte 5 minutes. Ça flotte 5 minutes. On peut pas faire la route du Rhum avec. Non. Je vous le dis. Alors après, Servane, je sais pas lequel vous préférez de tous ces bateaux. Pour être honnête, pas le vôtre. Hein. Oh, dommage. Vous ne sentez pas naviguer avec le mien? Je pense pas. Non, moi, ma préférence va quand même vers Moda, clairement. Superbe, tu le gardes. Je vous l'offre. Vous pouvez repartir avec. Votre collection. Mais Servane, il y a déjà, il y en a partout. Celui-là, vous l'avez déjà, celui-là, ce modèle-là? Pas cette couleur. Vous faites une heureuse, Vous avez fait une super chronique, Servane. Merci Carole, merci Servane, merci Vincent, merci Elsa. Avant de passer à notre sujet du jour, je voulais savoir combien d'écrans, en gros, vous avez chez vous, entre les smartphones, les tablettes, les télés, les ordinateurs? Une dizaine, ouais. Une dizaine? Vous êtes dingue. Sérieux? 4, 5, mais peut-être pas une Alors, vous savez qu'en France, on dit que la moyenne... Ils sont petits encore, hein? Oui, ils sont petits, les enfants. On dit que ça tourne autour de 6 en France, la moyenne, ce qui me paraît, c'est déjà énorme. C'est énorme. En même temps, je suis 6, moi. Bah voilà, chacun un portable, ça fait 2, une tablette, ça va vite en même temps. Chacun une tablette. Et en fait, pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est sujet du jour. Les jeunes parents d'aujourd'hui sont souvent très très connectés. On parle même parfois des écrans comme des doudous modernes des adultes. Alors comme je vous le disais, les foyers français comptent en moyenne 6,3 écrans entre les smartphones, les télévisions, les ordinateurs, les tablettes et autres consoles de jeux. Les écrans ont donc envahi le quotidien des enfants, mais aussi la vie de famille, même ceux de nos maternautes, Nathalie. Oui, apparemment. Alors on leur demandait quelle était l'attitude qu'ils adoptaient par rapport à cette invasion d'écran. Globalement, ils sont tous très raisonnables. Ils veulent à 83% accompagner et limiter. Il y a 8% qui sont véritablement contre et puis 9% qui ont tout abandonné. Qui se sentent débordés. Je sais pas, naturellement, j'aurais envie de dire que c'est sûrement plus que 9%. Ouais. En tout cas, on a tous des moments où on se sent débordé. C'est le cas de Séverine qui a 4 enfants, des garçons qui grandissent. Et elle dit que là, elle est vraiment débordée parce qu'en gros, les enfants ne font plus que ça et donc laissent tomber la partie copain et donc relationnel extérieur. Alors bien sûr, l'objectif de cette émission, ce qu'on a envie de faire tous ensemble, c'est évidemment pas de diaboliser. Il y a Maya qui nous a dit, écoutez, il faut savoir effectivement limiter. Nous-mêmes, on les utilise. Notre enfant de 3 ans, évidemment, naturellement, s'y met, mais on essaye d'être vigilant. Et en revanche, effectivement, ce qu'on a été obligé de noter sur ce qui est arrivé sur nos réseaux, c'est nos incohérences de parents. C'est-à-dire que nous sommes hyper connectés quand même. Et que, c'est ce que nous dit Tiffany, c'est-à-dire que moi, j'adore les smartphones, je suis hyper connectée. Et je dis à mon enfant, arrête ça tout de suite. Tout en pianotant sur son smartphone. Tout en pianotant. Alors, il y a une étude qui est sortie, j'aime bien, qui est une étude londonienne et qui est très intéressante parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, nous, on parlait des écrans de télévision et du nombre d'heures qu'on passait devant la télévision dans une vie. Et là, les Anglais l'ont fait par rapport aux écrans. Donc, un enfant de 7 ans aura passé une année complète devant des écrans. Un enfant de 18 ans aura passé 3 ans de sa vie. Et un enfant de plus de 80, vous voyez ce que je veux dire? Lui, c'est-à-dire nous tous, là, autour de la table, on aura passé l'équivalent de 18 ans devant des écrans. C'est un truc complètement fou. Alors, j'avais envie de vous faire sourire pour commencer cette grande discussion. Je ne sais pas si ça me fait sourire. Non, mais allons à la caricature. Souvenez-vous de Zeb que nous avons reçu il y a 2 jours. Il a croqué cette scène où, en gros, on est en famille, il y a les enfants, ils sont tous hyper connectée, elle amène le repas à table, personne ne bouge, elle se dit quoi? Bon, je vais aller dans la cuisine, elle prend son smartphone, elle dit à table, et là elle revient, et tout le monde a vu à table, et tout le monde se met à manger. Et je pense que ça dit beaucoup, avec beaucoup d'humour, quelque chose qui fait partie de notre vie aujourd'hui. Et oui, ça en fait partie, puisqu'aujourd'hui, diaboliser les écrans, ça ne sert plus à grand-chose, puisqu'ils sont partout. Alors comment en faire des alliés, ne pas se laisser déborder en tant que parents, enfants, rester connectés, c'est le thème de notre émission de ce matin. On va en parler avec Marie-Bénédicte, avec Baptiste, avec Laetitia et Mickaël Stora qui nous attendent déjà sur le plateau des maternelles. Merci beaucoup Servane Escoffier d'être venu sur notre plateau. Bon retour avec ce joli bateau chez vous et embrassez bien vos enfants. Merci beaucoup. Et on
accueille nos invités. Bonjour Marie-Bénédicte et bonjour Baptiste. Bienvenue à tous les deux. Vous venez du Var. Alors toi, Baptiste, tu raffoles des écrans et parfois ta maman a un petit peu peur que tu passes trop de temps devant. Vous allez nous raconter tout ça tous les deux dans quelques instants. Merci d'être là. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous venez des Alpes-Maritimes et vous êtes la mère de Gabriel qui a 4 ans et de la petite Juliette qui n'est pas encore concernée par les écrans mais qui a 4 mois. Pour vous, les écrans sont un support pour répondre à la curiosité de votre fils aîné, mais vous mettez des limites. Nous allons en parler avec vous dans quelques instants. Merci également d'être là. Michael Sora, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychanalyste. Vous êtes l'auteur, entre autres, co-auteur avec Madeleine Denis de Télé et jeux vidéo, un bon dosage pour un bon usage. Ce livre est sorti aux éditions Nathan. Merci Michael de revenir sur le plateau des maternelles. Alors, on le sent, on le vit, de temps en temps, on se sent vraiment déconnecté face aux écrans, à l'utilisation qu'en font nos enfants. Certes, en même temps, on est en train de sortir de la diabolisation qui n'est pas vraiment constructive sur ce sujet-là. Pour autant, qu'est-ce que vous répondriez à l'idée que les écrans, aujourd'hui, sont peut-être les alliés des familles? C'est un peu provoque, je suis d'accord. Oui, c'est un peu excessif parce que dans la réalité, ce n'est pas encore totalement le cas et il y a beaucoup d'enjeux d'autorité autour des écrans. Maintenant, en faire un ennemi est une bêtise. D'accord. En revanche, en faire un enjeu éducatif, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que ça interroge notre positionnement de parents? Oui, évidemment, mais c'est vrai qu'on a aussi un rapport émotionnel et affectif aux écrans, et ça dépend quels écrans, et je pense qu'on va prendre le temps de différencier les différents types d'écrans. Absolument. Alors Marie-Bénédicte, vous êtes donc la maman de Baptiste qui a 9 ans et de Léonie qui a 21 mois. C'était quoi, vous, votre rapport aux écrans avant l'arrivée de vos enfants? Alors nous, dans la famille, on a toujours été des gros consommateurs d'écran. Le papa de Baptiste et moi-même, nous jouions beaucoup aux jeux vidéo. Ouais. Voilà, on était très addicts. Vous étiez un peu des geeks? Un peu, oui, mais des jeux toujours. Mais par contre, c'était sur des jeux collaboratifs. On jouait en équipe, ou voilà, on restait pas seul devant notre écran. Donc, et ça a continué quand Baptiste était petit? Alors moi, nous, on a moins joué, du coup, parce qu'on avait moins de temps à dormir. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une fracture à ce niveau-là, on avait moins le temps. Par contre, c'est vrai que chez nous, quand même, l'écran télévisuel était en permanence allumé. Même quand il était tout petit? On a voulu essayer de faire les choses bien, couper, mais c'est vrai qu'après, ça faisait partie de vos habitudes. Ouais, Donc en fait, quand il était bébé, il y avait la télé allumée, il y avait des écrans d'ordinateur partout. Ouais. Mais c'est pas grave. Hein. Non. Moi, chez Puis moi, même, je me souviens, Baptiste a 9 ans, mais tout bébé, il y avait même eu sur le câble une chaîne spéciale bébé. Oui, et il était devant, il avait quel âge? Ça devait être 2-3 ans. Hein, Alors par contre, on laissait pas l'enfant en permanence, mais on avait toujours cette notion de temps, on essayait de gérer ça en fait. D'accord, vous ne diabolisiez pas, c'est dur à dire, les écrans, mais en tout cas vous faisiez attention sur la durée. Trop, ouais. Et toi, Baptiste, tu préfères quoi dans les écrans? Les tablettes, les consoles ou la télévision? Les tablettes tactiles. Ah oui? Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin de savoir les touches. On a juste nos mains et c'est plus facile pour jouer. D'accord. Et la télé, ça t'intéresse? Des fois oui, des fois non. Vu que des fois on regarde les mêmes dessins animés en boucle et en boucle. Et après, on en a marre de les regarder. D'accord. Alors que la tablette, c'est rigolo parce que toi, tu peux bouger avec tes mains, faire des trucs par toi-même, quoi. Oui, il y a tellement de choses à voir, de nouvelles choses chaque jour. Et la console, t'aimes bien y jouer? Oui. Aussi? Ouais, ça, c'est normal. Enfin, je crois que c'est normal quand on a ton âge. Il faut te dire que Julia a un petit garçon à peu près de ton âge. Exactement. Donc je comprends bien tes préoccupations. Laetitia, de votre côté, je crois que vous êtes aussi une famille plutôt connectée. Hein. Oui, assez connectée, oui, même très connectée. Parce que ça fait partie du travail de mon... Il fait quoi? Mon ami. Il est community manager, c'est-à-dire qu'il s'occupe des réseaux sociaux, oui. Et vous? Moi, à titre personnel plutôt. Moi, j'ai à l'ordinateur. Mon père en avait un déjà quand je suis née. Il a 80 ans aujourd'hui, il en a encore un. Je me suis offert mon premier ordinateur à 8 ans. Ouais. Donc ça a toujours été à la maison. Ça a toujours fait partie de ma vie. Et là, votre petit garçon, Gabriel, il a 4 ans. Il est attiré plus par quoi, justement? La télé? Lui, beaucoup la tablette. Alors la télé, il regarde énormément les dessins animés. On a une télé connectée en plus, donc on peut lui mettre à peu près ce qu'il veut.
Sur la télé. Sur la télé. Ouais. Et énormément la tablette, parce que là, il cherche lui, quoi. Donc il regarde les dessins animés qu'il veut, les replays de certaines chaînes. C'est comme Baptiste, il est actif grâce à la tablette. C'est lui qui cherche il est actif. Et donc ça doit lui plaire. Le côté intuitif, ouais. Oui. Alors vous nous disiez à l'instant qu'il y avait des écrans qui étaient différents. En quoi sont-ils différents par rapport évidemment à ce qu'en fait l'enfant et au milieu de la famille? Je crois que ça a été un petit peu dit. Les catégories, comment on fait pour les non, catégories? déjà, il y a une question historique. C'est que pendant très longtemps, le seul écran, c'était la télévision. Moi, j'appelle ça des écrans interpassifs. En opposé aux écrans interactifs. Même si, avec les nouvelles box, on peut, par exemple, alors qu'il y a un film, mettre pause. Ouais. Qui fait qu'on devient actif face à quelque chose qui, d'habitude, faisait qu'on était à regarder et à s'empêcher, par exemple, d'aller aux toilettes pour regarder la fin. Tout ça a complètement changé. Ouais. Et ce qui est vrai, c'est que les études tentent à montrer que les parents ont tendance quand même, en grande majorité, à continuer à regarder la télé, et entre autres le film de 20h30. Mais les jeunes, entre autres là, c'est plus âgé, c'est 15-25, sont quasiment, eux, devant leur ordinateur, en ayant plusieurs fenêtres ouvertes, et ont un peu abandonné le rapport, entre guillemets, passif face aux écrans. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il faut véritablement différencier les écrans interactifs, les tablettes, les consoles, les jeux. Et de l'autre côté, la télévision. Qui est incroyable parce que Baptiste, qui n'a pas 15 ans, déjà, lui, il a envie d'être actif face aux écrans. Bien sûr. Et pour moi, je trouve ça très sain. Ouais. Je trouve qu'il y a une dimension assez saine. Pourquoi ? Parce que c'est une manière... au fond, on est dans une société d'images comme ça, omniprésente. Le fait de pouvoir jouer avec les images, c'est aussi quelque part, pas simplement les dédiaboliser, mais les désacraliser. Récupérer une sorte de pouvoir dessus ? Oui, je pense que parfois, manipuler les images, c'est une sorte de vengeance symbolique face au fait qu'on se sent parfois manipulé par les images. Et je pense que l'éducation à l'image, maintenant, elle passe par le fait... Je ne sais pas si ça t'arrive d'être un YouTuber ou un podcasteur, c'est-à-dire de réaliser toi-même des films. Je dis ça parce que j'ai vu tout un phénomène sur YouTube d'enfants qui filment leur Playmobil et qui en font des épisodes, etc. Donc c'est totalement génial. Parce Nous, on a fait ça à la maison. Ah oui ? On a fait la petite vidéo. D'accord. Bah ouais. Mais c'est lui qui s'est filmé ou c'est vous qui l'avez filmé ? C'est moi. Parce que lui, il faisait la bataille avec les Playmo. D'accord, d'accord. Voilà. Parce que là, quelquefois, ils peuvent aller jusqu'à être créatifs, c'est-à-dire créatifs de l'histoire, et en plus intervenir sur l'image. Complètement. Non, mais moi, il me disait comment filmer, sous quel angle et tout ça. J'étais dirigée. Mais attendez, c'était sa création. Comment vous dire ? C'était sa création. Mais c'est ça. Et là, puisqu'on parlait autour du fait d'être alliés autour des écrans, pour moi, c'est un exemple totalement génial. Ouais. Quand les parents et l'enfant se retrouvent à être co-créateurs d'un film avec la possibilité de pouvoir le poster avec les commentaires. Et j'ai vu que certaines vidéos étaient vues jusqu'à 100 000 fois. Sûr. Donc ça devient impressionnant, cette idée que la famille entière se retrouve à devenir créateur, réalisateur. C'est drôle. Marie-Bénédicte, est-ce que l'utilisation que fait votre fils Baptiste par rapport aux écrans, justement, il change au fur et à mesure qu'il grandit ? Vous voyez des évolutions ? Justement, là, par rapport à ce qui vient d'être dit, oui, il est en demande de créer des vidéos. Oui, il aimerait créer des vidéos sur des jeux qu'il a dans sa chambre. Et par contre, il est attiré par le nombre de vues. C'est quelque chose... La notoriété. C'est vrai, Baptiste, t'aimerais bien faire un petit film comme ça ? Oui. Pourquoi tu l'as pas fait, là ? Pas trop eu le temps. J'ai pas trop eu le temps. Et avec ma sœur qui a 21 mois, j'aurais quand même besoin d'un peu d'aide de mes parents pour le faire. Oui, donc il faudrait peut-être laisser la petite sœur un petit moment, une après-midi, pour avoir le temps de faire un film avec ta maman, notamment. Voilà, oui. Mais là, je pense que j'aurai le temps. Seulement... On est en train de déménager, alors... Oh, ses parents! Oh là là, c'est pas possible! En tout cas, quand Baptiste a commencé à utiliser des consoles portables, il s'est mis à jouer à un jeu de construction en réseau très connu des enfants. Comment vous avez fait, justement, pour qu'il ne reste pas seul devant l'écran ? Alors, je suis une maman qui aime bien chercher des bonnes idées, des bons plans, donc je fouine un peu moi-même sur le net. Et je suis tombée sur un atelier qui était proposé dans une médiathèque proche de chez nous. C'était un atelier dédié à ce jeu de construction, en fait. Virtuel. Donc, on a... Mais on y fait quoi dans cet atelier ? Alors, les enfants se réunissent autour d'un animateur multimédia. Donc ça, c'est une des premières choses qui m'a motivée à l'amener à ce type d'atelier. Parce que même si je suis... quelqu'un qui manipule beaucoup les écrans, je manipule les jeux de mon époque. Oui. Voilà. Et je suis des fois un peu larguée avec leur propre vocabulaire. Donc voilà,
Il y a des jeux que je connais bien, mais celui-là, donc là, au moins, l'animateur, Donc, lui maîtrise complètement. Donc, ça m'a permis déjà de lui poser certaines questions. Parce qu'il voulait que je le télécharge sur le PC, moi j'avais des craintes, etc. Donc du coup, j'ai eu vraiment une personne en face qui maîtrisait le sujet, ça m'a rassurée. Et puis ensuite, il avait vraiment un objectif à travers ces ateliers, c'était que les enfants ne restent pas seuls. Donc ils utilisaient les PC de la médiathèque et ils avaient l'obligation de se mettre à deux. Il ne fallait pas qu'ils soient seuls déjà. L'idée, c'était d'échanger. Il y avait une première réunion création de chantier parce que l'idée, c'était de créer un village de type médiéval. Donc, les enfants étaient d'abord passés par la parole et ensuite, à travers des livres qu'ils récupéraient à la médiathèque, à travers l'architecture de l'époque, il fallait recréer ça à travers le jeu. Mais c'est pas mal parce que c'est un mélange du virtuel et de réel. Tout à fait. Ah, c'est chouette. T'aimes bien, toi, ces ateliers? Oui, je l'adore. Ouais. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que moi, par exemple, je tiens un blog et c'est vrai que au départ, je bloguais toute seule dans mon coin et en fait, c'est vrai que du moment où j'ai rencontré d'autres blogueuses, où on a fait des rencontres dans la vraie vie, j'ai compris l'intérêt qu'avait mon blog. Mais c'est ce qui est arrivé à Baptiste. Donc, pourquoi tu aimes ces ateliers finalement, Baptiste? Pourquoi t'aimes bien y aller? Parce que je trouve qu'il y a plein de copains, moi, qui jouent et puis j'aimerais bien les rencontrer sur le net, voilà. Mais d'abord, tu les rencontres d'abord dans la vraie vie. Oui. Et ça, c'est pas mal aussi, non? Oui. Qu'est-ce que vous pensez, Mickaël, de ces allers-retours, ces ponts entre le virtuel et le réel? C'est plutôt... De l'extérieur, en tant que parent, ça paraît plutôt positif. Ouais. Totalement, et finalement... Il faut l'encourager, ça? Ah oui, concrètement. D'ailleurs, au-delà, on sait que les rencontres en IRL, in real life, en réel, sont un bon signe. Parce que justement, ça permet d'imaginer que le virtuel peut servir le réel. Et c'est ça l'idée, c'est quand l'un et l'autre s'enrichissent mutuellement. Donc là, il s'agit d'un jeu passionnant de construction, très Lego, hein, c'est quand même des cubes. Et finalement, l'idée, c'est que mon fils, moi-même, il joue et il adore échanger. Et il s'envoie énormément de trucs pour pouvoir avancer ensemble. Donc c'est quand même l'idéal, c'est-à-dire quand un jeu devient à nouveau coopératif à tous les niveaux. Avec du partage et de l'échange. Complètement. Laetitia, votre fils, lui, est très tablette. Je rappelle qu'il a 4 ans. Il en fait quelle utilisation, en fait? Beaucoup les dessins animés. Ouais. Un petit peu les jeux, mais il a quelques jeux sur la nôtre de tablette. Il a sa propre tablette qu'il a eue à peine 2 ans. D'ailleurs, il a fait la grosse différence. On lui a offert en se disant qu'il allait être content d'avoir la même que papa et maman, mais pour lui, c'était la sienne. Enfin, c'était pas la même chose. C'était une tablette, c'était pas la même. Ah, il a l'impression que c'était pas un cadeau, en fait. Puisqu'il avait déjà une tablette, c'est ça? Oui, mais en fait, c'est surtout qu'il a fait la différence. On a été très, très étonnés par rapport à son âge. Ah oui. Donc, par rapport au... Enfin, on lui a dit, ça y est, t'as la même que nous. Et non, c'est pas la même. Ça, c'est une autre tablette. Ah, bah dis donc. Et monsieur est difficile. Non, mais après, il joue avec, mais beaucoup moins. Lui, il a des livres aussi, beaucoup de livres électroniques. Il aime beaucoup... Alors, il a beaucoup de livres papier. Ouais. Mais il aime beaucoup les livres électroniques, il n'a pas besoin de nous pour les lire. Mais qu'est-ce que ça lui apporte, cette tablette? Beaucoup de choses. Déjà, donc ce que je disais, il aime beaucoup lire, donc il a ses livres. Et ensuite, surtout, il a beaucoup de questions. Il a énormément de questionnements, il a beaucoup de passion. En l'occurrence, en ce moment, il y a les volcans, il y a les chevaliers, il y a les... Alors, il fait quoi? Il vous demande d'aller taper un chevalier ou il le fait lui-même? Alors, sur mon smartphone, il essaye lui-même en parlant. Il demande, il cherche « Ouvre-moi YouTube ». Et dessus, il fait la... Alors, des fois, ça le comprend, des fois, ça le comprend pas trop, parce qu'il faut pas oublier qu'il a 4 ans, mais donc, sinon, il me demande. Je suis souvent à côté de lui. Et enfin, il a compris déjà ce que c'était Internet. Oui, ah non, ça, il sait, mais après, pour lui, c'est naturel. Vous me dites, non, mais ça, il sait, il a 4 ans. Mais oui, mais il est né avec. À 1 an, il déverrouillait le téléphone tout seul, il allait sur ses petits jeux, déjà. Mickaël, vous dites que c'est important de se retrouver ensemble, adultes, haute génération, enfants, autour de ces jeux. On a parlé de la création. Quoi d'autre? Pourquoi c'est si important? En fait, on se parle autour de ça? On va dire qu'on le voit à travers l'exemple qui a été donné, c'est que très très tôt, le bébé est attiré, tel un papillon, par ces objets, parce que aussi les parents eux-mêmes ont du plaisir. Et c'est important. Et alors après, cet objet ne va être intéressant que parce qu'il a été partagé avec l'un des parents.
Vous mettez à un enfant de 2 ans, 1 an et demi une tablette, il va s'amuser, mais très rapidement, ça n'aura pas autant de saveur. On se rend compte qu'un jouet ou un film, qui fait que parfois on le repasse 10 fois, n'a du plaisir que parce qu'il a été partagé avant tout. D'où l'importance de ce fameux accompagnement, mais que le parent fait parfois sur les genoux ou autre, où ensemble ils découvrent et ils se regardent en disant on a bien vu la même chose. C'est ce qu'on appelle l'attention conjointe, qui est une des expériences les plus importantes. Qui d'habitude se fait avec le papa. Mais le papa n'est pas une tablette, donc c'est vrai que la tablette, parfois, va être cet objet vu ensemble et qu'on va pouvoir partager. Et d'où l'importance nécessaire que les parents soient au clair dans leur plaisir vis-à-vis de cet objet-là. Parce que s'ils se sentent coupables ou qu'ils le diabolisent, en général, l'enfant va l'envisager comme un objet transgressif, etc. Il faut l'assumer, quoi. Il faut mieux assumer vos tablettes. Son plaisir. Arrêtez de culpabiliser. Les écrans sont déjà dans toutes les maisons et bientôt ils seront dans toutes les écoles. Alors même les enseignants apprennent à en faire des partenaires. Soraya Benzidane a passé une journée dans une classe de CE1 à Issy-les-Moulineaux pour voir comment sont utilisés ces outils numériques. Regardez. En apparence, cette classe de CE1 ressemble à toutes les autres. À la différence près qu'ici, lorsqu'un élève sort une tablette de son casier, il n'est pas puni, bien au contraire. Les tablettes sont vraiment notre allié au sein de cette classe. On va vraiment les utiliser avec pertinence. Ils vont favoriser l'investissement de l'élève en leur permettant d'être encore plus acteurs de leur apprentissage. Et oui, dans cette école, on a partiellement remplacé le tableau noir par un tableau numérique et les cahiers par des tablettes tactiles. Vous allez dans l'application Star CE1. Ensuite, vous allez dans la rubrique mathématiques. Chaque élève possède sa propre tablette dans laquelle le programme scolaire est répertorié sous forme d'applications. Français, histoire et mathématiques. La bête noire de beaucoup d'élèves, mais visiblement pas ici. Voilà. Ah, moi, j'en fais 2. Alors, 14, mon Dieu, 1. Et il est là le 13 ans. Il est là le 12. Je trouve que c'est plus facile de faire mon exercice de mathématiques sur la tablette parce que c'est plus amusant. Cet exercice, je le trouve plus simple sur tablette parce qu'on peut recommencer quand on veut. Et on peut changer d'exercice quand on veut, quand on a terminé. J'en ai assez tout le temps d'écrire avec un stylo parce que ça dépense de l'encre. À tout moment, l'élève, s'il se trompe, il peut recommencer plus facilement. Alors que sur un cahier, il va devoir parfois raturer. Du coup, ça va nuire à son implication puisque la présentation va être beaucoup plus sale et l'enfant ne va pas être content de son travail. Sur une tablette, le problème est complètement différent dans le sens où il va pouvoir recommencer sans aucun souci et sans que ça nuise à son plaisir. Mais le plaisir n'est pas qu'individuel. Grâce au tableau numérique, les enfants peuvent également travailler collectivement. Voici un exemple de paysage. Est-ce que parmi vous, vous avez des exemples aussi de paysages que vous avez déjà pu observer? Avec la mer. Donc, des paysages de mer, d'accord? Des paysages de montagne. Exactement, un paysage de montagne. Alors, à tour de rôle, vous allez pouvoir venir essayer de mettre en valeur avec le stylet du TNI les différents éléments qui composent ce paysage de campagne. Eva, où vois-tu un champ? Là. Bah vas-y, entoure-le. Le tableau numérique permet de renforcer le rôle des élèves en tant qu'acteurs de leur apprentissage. Ils sont plus investis, plus impliqués dans leur travail, puisqu'ils viennent pour manipuler cet outil, qui n'est plus l'outil du maître, mais davantage l'outil des élèves aussi. Et à l'heure du cours de musique, la magie du multimédia opère de nouveau. Ça leur donnerait presque le goût du jazz. Saints go marching in. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire quel est donc ce nouvel instrument de musique? C'est pas là. Après, c'est là. Clarinette. C'est bon. Donc du coup, on va pouvoir passer sur une autre activité. Et pour cela, vous allez pouvoir sortir votre cahier d'anglais. Utiliser ces nombreux outils numériques est très intéressant, mais il faut garder à l'esprit que l'usage des écrans est fatigant pour les élèves. Ça entraîne une fatigue visuelle assez importante. C'est pourquoi on a décidé de limiter à 2 heures l'usage d'écran par jour.
Et oui, à l'école comme à la maison, les écrans, il ne faut pas en abuser. Le principal avantage de ces écrans à l'école, c'est quoi selon vous? Le droit à l'erreur? Oui, je crois que c'est très intéressant cette idée qu'au fond, d'habitude à l'école, lorsqu'on a une erreur, on est stigmatisé. Et c'est inscrit dans le marbre. Et là, ce qu'on favorise, c'est que finalement, c'est par, on va dire, l'erreur qu'on apprend la bonne réponse. Et ça, c'est quelque chose de génial. Et puis, il a été évoqué la dimension ludique. Il n'y a pas d'apprentissage sans expérience hédonique, sans plaisir. D'accord. Donc tout ça, ce ne sont que des avantages qui permettent, et là le prof l'a dit à 2 reprises, d'être acteur, voire interacteur de son savoir. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et le prof devient un peu une sorte d'animateur et d'accompagnant. Et c'est des choses intéressantes qui sont en train d'évoluer. Ce rapport un peu vertical, le maître et l'élève, est en train un peu d'être bouleversé, d'ailleurs dans d'autres domaines de la vie. Et ça, c'est quelque chose que je trouve plutôt sain. Les outils qui font changer de métier. Bah, bien sûr. Super. Laetitia, votre fils Gabriel, qui a 4 ans, donc va sur Internet. Il est déjà tombé sur des images de guerre. Est-ce que du coup, vous faites de la prévention par rapport à tout ce qui se passe sur Internet? C'est surtout que je reste à ses côtés quand il est dessus. Je ne le laisse pas seul avec Internet. Surtout que c'est facile, à la maison, il a le Wi-Fi, il a sa tablette un peu partout. Et je lui dis que ça fait peur, parce qu'il a peur des images qui font peur. Il a peur, il ne vient pas dans notre chambre quand il sait qu'on regarde des séries parce qu'on regarde sur l'ordinateur. Donc il ne vient pas ou il vient à reculons pour ne pas regarder. Donc là, je le préviens. Je lui dis attention, ça fait peur, je ne veux pas que tu regardes. D'accord, il comprend. Il comprend. Il a peur. Enfin, il a peur d'avoir peur. Donc pour l'instant, ça marche comme ça. Pour l'instant, ça marche comme ça. Et toi, Baptiste, quand tu vas sur Internet, tu es déjà tombé sur des choses un peu bizarres, des images que tu n'avais pas envie de voir? Oui, c'est ça. Il y a un problème sur Internet, c'est qu'ils mettent au moins 5 secondes pour attendre mettre la vidéo. Mais 5 secondes, ça suffit pour choquer, par exemple... Les publicités, en fait, qui diffusent avant les... Ah oui, les publicités avant. Qu'est-ce que tu as vu, par exemple, comme image? Ben, il y avait... Les films violents, par exemple. Ouais, les films violents. Des gens avec des pistolets, des trucs comme ça? Oui. Ah ouais, ça, c'est pas agréable à voir, je comprends. Michael, quels sont les messages de prévention à faire passer dès qu'on les sent se mettre un peu régulièrement sur ces écrans-là? On peut juste par le langage? Bien sûr, mais la question de la peur est une chose qui existe bien avant la question des écrans. Les enfants ont peur des loups, ont peur de beaucoup de choses. Ce qui est vrai, c'est que lorsque l'enfant accède finalement seul à Internet, ou alors on reste dans une position de surveillance, entre guillemets, ou d'accompagnement, même si à partir de 8-10 ans, il a envie aussi d'avoir du temps à regarder par lui-même. Donc c'est vrai que je crois que c'est intéressant de pouvoir en parler avec lui en amont, en lui disant que s'il rencontre des images qui pourraient le choquer, qu'il en parle. Et à partir de ce moment-là, voilà. Alors, ce qui va faire qu'il va en parler ou pas, c'est plus compliqué. Et là, on rentre dans l'histoire individuelle de chaque enfant. Mais c'est vrai que dans un idéal, on peut se dire qu'il faut qu'il y ait cette communication autour des écrans, qui fait que finalement, les choses vont se désamorcer. Maintenant, on ne peut rien faire, parce que parfois même à l'école, on commence dans les grandes sections à demander aux élèves, aux enfants, d'aller sur Internet pour trouver des infos. Et parfois, vous tapez des choses comme, je pensais à la Révolution française, les sans-culottes, vous tombez sur des sites qui ne sont pas adaptés. Même s'il y a le contrôle parental, d'ailleurs. Alors après, on peut installer ou non un contrôle parental, mais bon, on va dire que voilà... Vous en pensez quoi, vous, du contrôle parental? Je pense que l'idéal du contrôle parental doit être humain. Mais néanmoins, c'est pas mal. C'est plutôt un outil qui aide les parents, qui les aide. Après, il y a une tendance un peu inquiétante des parents qui commencent à utiliser ces objets-là comme des outils d'hypersurveillance, comme la dérive des manteaux connectés GPS, etc. Des choses bizarres. Alors, Marie-Bénédicte, je crois que vous trouvez aussi parfois que Baptiste s'isole, non? Un petit peu trop avec les écrans. Oui, c'est vrai qu'au départ, on était parti sur des objets, on va dire, familiaux, donc des consoles de salon. Et c'est vrai que j'ai tenu bon un petit moment avant qu'il ait des choses, on va dire, mobiles, parce que je craignais justement qu'il soit trop dans sa chambre. Et c'est ce qui se passe ou pas? Moins depuis quelques temps, parce que quand même, nous, on a eu des petits soucis. C'est-à-dire qu'il a eu très souvent, de temps en temps, quand il y avait une surconsommation d'images, d'écran, il a eu mal à la tête. Il a eu des violents maux de tête. Et parfois, il s'est énervé aussi. Alors voilà, donc moi, il y avait, même physiquement, il y avait un vrai changement. Je trouvais qu'il avait les joues rouges, il était énervé, il y avait quand même quelque chose. Donc comme lui a eu
a eu peur, parce que c'est vrai qu'il avait vraiment mal à la tête. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? On a quand même, malgré tout, parce que bon, il porte des lunettes, etc., on est même allé jusqu'au scanner quand même, parce que c'est vrai que c'était des violents moments. Voilà, il avait très très mal à la tête. Bon, il n'y a rien, mais... Et c'est vrai que du coup, je pense que comme il arrive maintenant, puis il grandit, j'espère, et je voudrais qu'il se régule, et je pense que petit à petit, on y arrive. Mais bon, j'ai toujours derrière, si je veux... Voilà, on essaye de faire en sorte qu'entre une balade chez un ami ou aller voir un copain et rester dans sa chambre avec un écran, ce soit le copain qui gagne. Voilà. Toi, t'aimerais, Baptiste, jouer encore plus aux écrans, des fois oui, des fois non. Parce que des fois, j'ai envie de jouer avec mes copains, parce que c'est un peu ennuyant de jouer seul. Quand on est seul... on est obligé d'inventer une histoire tout seul, pas avec un copain. Mais... Donc tu préfères quand même qu'il y ait un copain pas très loin, si je comprends bien. Oui. Mais pour jouer aux écrans ou pour jouer à autre chose? Pour jouer à autre chose. Ah. Mais ce qui est très drôle, c'est quand ils se Par réunissent... exemple, au foot. Ils ont tous leur tablette. Ils sont ensemble sans être ensemble. Oui, c'est pour ça que je lui demandais, est-ce que tu veux voir les copains pour jouer avec eux à la tablette ou pour... Là, tu me dis pour jouer au foot, quand même. Le foot, ça, personne ne remplacera jamais le foot par une tablette, moi je te le dis. Alors, Michael Stora, est-ce qu'on peut vraiment demander aux enfants de s'autoréguler? Comment on gère cette histoire du temps? Je partage votre histoire de mot de tête. Moi, j'ai un enfant, la même chose. Ah oui? Le mot de tête l'arrête. Ça me paraît un peu étonnant de vouloir que l'enfant s'autorégule. Il faut savoir que même l'Académie des sciences sur les écrans et les enfants ont souhaité que les enfants à partir de 6 ans s'autorégulent. Je trouve que c'est assez violent parce que ça va dans le sens de cette forme d'adultification des enfants. Jusqu'à longtemps, les enfants continuent à tester les limites, etc. Et je pense que les parents se doivent de jouer ce mauvais rôle parfois, qui est de dire on arrête, d'être frustrant. C'est quoi les signes, Michael? On arrête. De trop. Alors, avant les mots de tête, je crois que c'est en termes de temps. Alors c'est très complexe parce que c'est vrai que selon les jours, etc. Maintenant, comme toujours, la dérive, c'est quoi? C'est la télé ou la tablette comme nurse cathodique ou digitale, ou finalement. Après, l'autre chose, c'est de se dire oui, c'est super la tablette parce que ça les stimule cognitivement, on va en faire des champions de toutes catégories. C'est aussi une dérive. Et la dérive aussi, c'est que l'enfant s'autorégule. Je crois que profondément, non, c'est pas l'enfant de s'autoréguler parce qu'à 6 ans, donc c'est totalement idéal. Il va se laver seul les dents, il va se raconter lui-même son histoire et ça dégage des parents de toute forme d'implication. Et je pense qu'après la question des mots de tête, on ne sait toujours pas. La réalité, c'est que certains, ça ne va pas le faire. Ce qui est vrai, c'est que les jeux vidéo exigent une grande concentration. Et j'ai envie de dire une chose, c'est que dans les jeux vidéo, on perd souvent. Et que donc, ça peut aussi énerver. Et ça peut créer des tensions. Ça, oui, on l'a remarqué. Donc c'est à nous, les parents, ce que vous dites, Michael, de savoir dire stop au moment où nous, on le juge opportun parce qu'on connaît notre enfant. Complètement. C'est un nouvel enjeu d'autorité. Je trouve ça intéressant parce que vous avez vous-même connu les jeux vidéo dans votre enfance, donc vous savez poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'il y a certains gens, on peut sauvegarder, il y a des points de vie, etc. Donc, en connaissant cette forme de grammaire, on peut plus facilement dire voilà, maintenant tu arrêtes là, tu sauvegardes, etc. Oui, parce que c'est vrai, c'est une très bonne idée. Parce que des fois, si on dit stop, c'est stop, ça peut être extrêmement frustrant. Complètement. On coupe en plein jeu. Nous, on met un chronomètre. Surtout en plein jeu. On met le chronomètre, on dit tu fais une demi-heure, mais des fois le chrono il tombe pas au bon moment, parce qu'on est en pleine partie de foot, de tout ça. Donc c'est vrai que du coup on lui dit tu vas au prochain point de sauvegarde et là. Et voilà, faut adopter leur vocabulaire. Nathalie, est-ce qu'on a du temps pour les livres? Sur une émission sur les écrans, ça m'étonnerait. Non, mais on n'a pas le temps. On va retrouver ça sur Internet. Très rapidement, donc l'enfant et les écrans, donc de Sylvie Boursier, c'est le CHU Sainte-Justine, très intéressant, notamment sur quand même des petits symptômes qui apparaissent. L'enfant qui a des problèmes de sommeil, la lumière bleue qui revient dans les yeux, etc. On parle de la mélatonine qui est directement touchée par ça. Pas de copains, aller à reculons, la chute sur les devoirs, etc. Des vrais signes et donc une aide pour comment se positionner d'un point de vue parental. Et puis, quand même, là, juste pour élargir sur le sujet, Jan Willis, Tony Ross, parce que c'est vraiment pour les tout jeunes, clic, danger. L'histoire de cette poule qui est complètement addicte et qui est accro. Donc, tous les soirs, elle va sur les écrans de la fermière. Sauf qu'il y a un moment donné, elle achète, elle est consommatrice, etc. Il y a un moment donné, elle veut rencontrer la personne qui est derrière, qui l'incite à acheter. Évidemment, elle rencontre le loup. Et ça, c'est beaucoup moins drôle. Là, c'est élargissement du sujet, vous l'avez compris. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous, Marie-Bénédicte.
Bénédicte. Merci à toi, Baptiste, d'être venu sur le plateau des maternelles. J'espère que ça t'a plu, cette expérience. C'est bien la télé ? Oh oui, c'est super. Merci Laetitia et merci Michael Stora. Merci. On vous garde avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Un grand merci également évidemment à Magali Massa qui a préparé ce dossier. Mais avant, il est temps de retrouver les appels à témoins des maternelles. Et je commence par, vous êtes devenus parents grâce à la PMA et vous vous demandez comment parler à votre enfant. Envoyez-nous vos questions. Votre enfant a été victime de harcèlement de la part de ses camarades. Venez témoigner. Petit mensonge ou gros bobard, si le nez de votre enfant s'allonge comme celui de Pinocchio, là encore, contactez-nous si vous souhaitez participer à notre émission et que l'un de ces sujets vous concerne. Vous pouvez nous contacter sur le site des maternelles, rubrique appel à témoins. Michael Stora, Nathalie, on va rejoindre l'équipe des maternelles au grand complet. Dites-moi Vincent, pour un geek comme vous, cette émission est un petit peu la vôtre. Les geekettes. Alors, les voilà. Alors, elles sont pas geeks, mais elles sont à donf sur les écrans. Hein, mais vous, dans l'écran. Mais on peut être geek parce qu'on lit des comics, on joue à des jeux de plateau, à des jeux de cartes, et on peut être geek sans forcément être un dingue des écrans. Et vous êtes un dingue des écrans ? Mais moi, je suis un dingue de bons films et de jeux vidéo de toutes sortes. Mais alors, et vos tout enfants ce qui est ordinateur, réseaux sociaux, Et vos enfants ? Eh bien, c'est bien ça le problème, parce que moi, je suis un ovni. Quand je vous entends tous discuter, mes enfants n'ont pas de tablette, ils ne jouent pas avec mon téléphone, ils ne jouent pas sur l'ordi, ils regardent la télé peut-être 1 heure par week-end. Mais c'est pas possible. Mais si. Les vôtres ? Ça va vous sembler dingue, mais par exemple, mes enfants et moi, quand on fait des rencontres dans la rue, on n'appelle pas ça des rencontres IRL, par exemple, on appelle ça une rencontre. Parce qu'on vit dans la vraie vie. Et on joue avec des copains au parc. Mais parce que ça sert à Il y a rien. plein de vieux jeux quand même. Oui, aussi, non, mais, avec alors, des non, mais je dis pas qu'on joue électroniques. jamais rien. Des fois, voilà, j'ai plein de consoles à la maison, donc les gamins jouent un peu. Des fois, on regarde un bon film. C'est les écrans, ça. Mais c'est super rare. Ils préfèrent jouer avec leurs copains. Ils vous que réclament de regarder jamais la votre télé. téléphone ? Ils ont quel âge ? Non, mais parce que j'aurais dit non suffisamment. Voilà. Mais vous savez bien qu'il lui réclame Ils ont ses bien vieux tout. jouets à lui, ceux Ouais, qui ces nous vieilles ressort consoles. régulièrement. Non, mais voilà, ils préfèrent jouer avec leurs copains et avoir des vrais jouets. Alors du coup, je commence à m'inquiéter. Je me dis, est-ce que c'est normal ou est-ce que de nos jours, il faut à tout prix que les parents mettent leurs enfants devant les écrans parce que tous les enfants le font? Non, c'est votre choix. Si c'est assumé, que c'est bien vécu, il n'y a pas de souci. Vous êtes différents. Si vous voulez qu'ils aient une vie pourrie, ça vous regarde. Mais non, mais ils sont heureux comme ça. Ils préfèrent aller jouer dehors, jouer au foot que Bien sûr, s'asseoir devant mais la je crois télé. qu'il ne faut pas opposer forcément jeux vidéo et jeux dehors. C'est deux types de jeux très différents, parce que si on commence à les comparer, on rentre dans des considérations presque qualitatives, voire morales. Je crois que les enfants, d'ailleurs les études le montrent, ils jouent au jeu, mais ils continuent à jouer au foot, etc. Regardez notre enfant sur le plateau, le petit Baptiste, il avait autant envie de jouer au foot que de continuer les écrans. Oui. Bon, en tout cas, d'autres questions ont été posées sur nos réseaux sociaux à notre invité spécialiste du jour, à savoir Michael Stora. Vous êtes prêt, Michael? Il faut répondre à la question de Julie. C'est oui ou non? Oui, alors Julie, et rien à voir avec le... Non, rien à voir. Elle a une petite fille qui s'appelle Stella, qui a 7 ans, et cette petite fille veut mettre des jupes courtes, du vernis, Elsa, et elle passe son temps à nous répondre, nous dit la maman. Est-ce qu'on peut déjà parler de préadolescence à 7 ans? Non. On va dire qu'il y a ce qu'on a... D'abord, préadolescence, c'est un terme pathologique parce qu'on est un grand enfant, puis on devient un ado. C'est un terme qui a été inventé il n'y a pas si longtemps que ça pour décrire justement une tendance qui nous inquiète en pédopsychiatrie, c'est-à-dire tous ces enfants qui, avant l'adolescence, se comportent déjà comme des ados, aussi bien dans la curiosité sexuelle ou autre, ou dans des formes de rébellion. À 7 ans, on est dans le début de ce qu'on appellerait, dans l'idéal, la période de latence, c'est-à-dire la période où on investit le savoir, on tire les traits à la règle, etc. Néanmoins, à nouveau, il nous manque des éléments, mais ce qui est vrai, c'est qu'on sait que les petites filles, beaucoup plus tôt, adorent s'habiller comme des dames. Elles aiment jouer à cette dimension-là, parce que c'est une manière d'être comme maman, c'est assez banal. Et en même temps, on peut se dire que, ou alors, au contraire, c'est plutôt qu'elle veut rester encore une petite fille et jouer comme une dadame. Ou alors, en effet, il y a quelque chose qui nous montre que finalement, peut-être que ce qui est intéressant, c'est le test. C'est-à-dire comment, quand elle pose la question à sa maman, ou ce caprice-là, c'est comment la maman va réagir. Je crois qu'il faut bien saisir que les enfants n'arrêtent pas de nous tester d'une certaine manière, de nous provoquer, de nous interroger sur ce que l'on est. Est-ce que cette maman elle-même met des jupes courtes ou alors est-ce qu'elle n'en met pas? Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais je pense que parler de préadolescence, c'est un peu excessif. Oui, à 7 ans, en tout cas, oui, c'est un peu tôt. Il y a une autre question de la part de Sarah qui demande je suis la maman d'un petit Joseph qui a 2 ans. J'ai toujours évité que mon enfant se retrouve face à la télévision, mais une amie lui a offert un DVD de dessin animé type Choupi. Pensez-vous qu'il y a un âge pour commencer à regarder un écran?
Il a 2 ans, Joseph. Est-ce qu'il peut regarder Choupi à 2 ans? Dites oui. Dites oui, sinon je suis mal. Oui, évidemment que oui. Et je crois que, vous voyez, c'est intéressant parce que beaucoup de mes collègues ont tendance à être un peu les nouveaux prédicateurs, des prescripteurs. On avait dit pas d'écran avant 3 ans. Serge Tisseron nous avait dit ça. Voilà. Alors, personnellement, je ne suis pas d'accord. D'accord. Et d'ailleurs, je n'ai pas signé le moratoire sur Pathé avant 3 ans parce que, et d'ailleurs, ça a été évoqué. Soyons honnêtes, arrêtons de culpabiliser les parents, arrêtons de culpabiliser les mamans. C'est pas parce que l'enfant, à un moment, on est fatigué, on le met parfois devant un écran simplement pour avoir son temps à soi. Et à ce moment-là, il y a quand même des télés adaptées. C'est vrai que cette tendance un peu de certains de mes collègues à dire pas avant 3, 6, 9, 12, par exemple, etc., c'est très culpabilisant au bout du compte. Et donc, la culpabilité fait que le parent devient le pire des juges. Se sent coupable, et ça, c'est pas très bon du tout. D'accord. Donc j'ai tendance à penser que nous, les psys, on n'a pas à dire de manière... On fait du soutien. Là, c'est de la guidance, ce qu'on appelle la guidance parentale, donc c'est très infantilisant pour les parents. D'accord. Et je crois qu'il faut arrêter d'infantiliser les parents. Ça veut dire nous sommes de grands enfants. C'est ça? Non, pas du tout. Non, des parents. Mais des parents. Je vous cherche un peu, Mickaël. J'ai bien demandé. Ok. Voilà. Pourquoi pas. Alors aujourd'hui, chez les enfants de maternelle, Elsa, ça danse et en plus, on a les images. Oui, alors j'avais lancé un petit défi sur notre page Facebook en demandant à recevoir des enfants qui dansent. Et je suis très heureuse de vous montrer la vidéo que Lisa m'a envoyée de son fils Titouan. Qui fait du Michael Jackson. 4 years. No, Yes. I can't believe it. No, you're going to. C'est pas. il y a du level. Et ça, c'est de la vidéo maternote, où je m'y connais pas. Non, mais c'est une de nos maternautes. Mais oui, c'est Lisa, Il y a la batterie derrière. Il a posté ça sur YouTube, non? Sur notre page Facebook. Ah, Facebook, d'accord. Et je pense, oui, on a vu une chaîne YouTube aussi. Mais c'est formidable. 4 ans, le petit. Mais il a un incroyable talent. Mais on peut le dire clairement. Mais c'est formidable. Oui. Ben voilà. Et la France en a un. Écoutez, en tout cas, nos maternautes ont un incroyable talent. Et justement, Julia, j'ai vu une autre vidéo qui m'a bien fait marrer et qui m'a émue. C'est quoi? Je vais vous la montrer, c'est Dirty Dancing. Je l'ai trouvé sur Internet. Regardez, après je reviens, je vous expliquerai pourquoi. Parce que quand je vois ce petit garçon, en plus c'est Madly, notre monteuse préférée, qui m'a montré. Vous avez vu, c'est incroyable. Moi, il est fascinant ce petit gamin. Alors, qu'à cela ne tienne, je me suis dit, ok, voilà, on trouve ça sur Internet, mais si les parents qui nous regardent pouvaient m'envoyer des vidéos d'eux-mêmes dansant Dirty Dancing, alors je les mets au défi, nous les montrerons, et Vincent et moi feront la Corée. Non. Et ouais. J'ai coaché mes parents pour qu'ils dansent Dirty Dancing au mariage de ma sœur. Vous les très bien. Coach. Très bien, on a un coach en plus pour vous deux. Voilà. Très bien, c'est un appel que nous vous lançons, vous les maternautes qui nous regardez tous les jours. C'est là que je regrette. Merci encore une fois d'avoir été fidèle au rendez-vous des maternelles. Merci Mickaël Stora d'être revenu nous voir. À 11h45, c'est la quotidienne qui prend le relais. Nous, on se retrouve demain à 8h55 et on parle de l'épineux débat de l'allaitement au travail. Allez, bonne journée à tous et à demain. Ciao.